Yo les bros, c'est Goji, comme d'hab, et j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts pour cette review du chapitre 1068 de One Piece, l'un des derniers de l'année. Profitez-en bien car en plus de ça, beaucoup d'événements se déroulent dans ce chapitre, ça va être une bonne grosse analyse comme on les aime. Avant de commencer, quelques petites informations, l'écriture et le tournage de mon iceberg de One Piece sont enfin terminés, let's go, il ne manque plus que le montage, moi let's go, ça va être chaud, mais j'ai toujours comme projet de le sortir dans le mois, donc j'espère vraiment que ça vous plaira, j'y ai mis tout mon cœur, vraiment. Deuxièmement, vous avez dû remarquer l'apparition de shorts sur ma chaîne YouTube, c'est évidemment totalement volontaire, car je voulais déjà depuis un moment vous permettre de découvrir ou même redécouvrir certaines parties de mes anciennes vidéos. Moi ça me permet de quand même vous proposer du contenu, et vous, eh bien ça vous fera toujours un peu passer le temps. Voilà, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, ça peut toujours vous être utile. Puis effectivement je me fais un pognon colossal, donc je vais pas me priver. Troisièmement, eh bien cette vidéo comportera un placement de produit qui va commencer tout juste avant l'analyse. Voilà, vous savez tout, alors on perd pas plus de temps et on se dit à tout de suite pour l'analyse de ce chapitre. Bon, on arrive aux fêtes de fin d'année, ce qui signifie que vous allez devoir trouver des idées de cadeaux, c'est l'angoisse ultime. Mettez de côté les fringues démodées ou les cartes cadeaux, moi je vous propose quelque chose d'un niveau un peu supérieur, devenez Lord ou Lady d'un terrain écossais. Avec Island Titles, offrez un cadeau absolument unique et original à vos proches, un petit morceau de terrain dans le domaine des Highlands en Écosse. Devenez propriétaire légitime et revendiquez le titre de Lord ou de Lady. Au-delà de la fierté de revendiquer un titre royal dans un pays, cet achat vous permet de contribuer à la préservation de la faune et la flore. Effectivement, Island Titles s'occupe de ces terres comme d'une réserve naturelle. Chaque parcelle achetée, c'est une parcelle protégée. Un investissement pour le futur et pour la préservation de la nature. Si vous décidez de sauter le pas et que vous avez été convaincu par les plus de 14 000 commentaires Trustpilot et de sa note moyenne de 4,8 sur 5, alors sachez qu'après votre commande, vous obtiendrez par courrier un certificat officiel personnalisé et un paquet cadeau. Visitez le site islandtitles.com et utilisez le code GOJI20 pour bénéficier de 20% de réduction sur tout ce qui se trouve sur le site. Voilà, merci à vous et merci à Island Titles pour avoir sponsorisé cette vidéo. Alors pour résumer rapidement ce chapitre, le CP0 s'infiltre sur l'île de Vegapunk et souhaite l'éliminer. En effet, le scientifique a joué avec le feu en recherchant l'énergie illimitée qui alimentait autrefois le robot antique ayant attaqué Marie-Joise. Ses recherches l'ont mené à un peu trop fricoter avec l'histoire de l'ancien royaume et du siècle oublié, chose que le gouvernement mondial n'apprécie pas trop. Alors qu'ils ont envoyé le CP0 pour faire le sale boulot, leur leader, Rob Lucci et Luffy se croisent enfin 2 ans après le raid d'Enies Lobby. Pendant ce temps-là, sur Kamabaka, Kuma s'est volatilisé, échappant à la surveillance et au contrôle de Monkey D. Dragon. Eh bien voilà, maintenant analysons tout ça dans les moindres détails. Alors premier point intéressant, le CP0 semblait en mission avec le Séraphin de Kuma. Alors c'est effectivement une chose qu'on pouvait déjà deviner lors de leur introduction au chapitre 1062, mais c'est vraiment que maintenant que le sujet de cette fameuse mission m'intéresse. Rappelons que 2 séraphins ont été utilisés pour attaquer Bois Hancock, preuve de leur puissance. Si le CP0 a utilisé un séraphin de leur côté, c'est qu'ils devaient également affronter un adversaire relativement fort que eux-mêmes ne pouvaient contenir. Était-ce un autre Shichibukai ou un groupe de révolutionnaires? Alors cette dernière option est possible, mais je penche quand même beaucoup plus pour un corsaire. N'oublions pas que Weevil reste le seul qui n'a toujours pas été vu, le CP0 a peut-être utilisé le S-Bear contre lui. En vain. C'est un enfer cette vidéo pour les prononciations en anglais. Non, parce que ça fait si longtemps que Weevil n'a pas été vu qu'on se demanderait presque si Oda ne l'a pas oublié. C'est vraiment le bon moment pour lui de l'introduire. Pour en revenir au CP0, ils voulaient et ont utilisé le fruit du démon du Kuma Séraphin pour se rendre sur Egghead, ce qui soulève plusieurs nouveaux points. Tous les séraphins auront alors bien un fruit du démon, c'est une quasi-certitude, car après celui de Jinbei, c'est celui de Kuma qui en possède un. Dans la review du chapitre 1065, j'essayais justement d'analyser quel fruit du démon pourrait avoir les séraphins, et je vous disais qu'il était certain que le Kuma Séraphin possède naturellement le Nikyu no Mi du Kuma original. Tout simplement car Vegapunk, en ayant travaillé sur lui pour le projet Pacifista, aurait réussi à extraire et recréer les pouvoirs du fruit du démon de son cobaye. Donc pas de surprise de ce côté-là, si ce n'est que les pouvoirs du Séraphin semblent n'être contrôlés que par leur supérieur, c'est-à-dire qu'ils ne semblent pas avoir une conscience propre, un libre arbitre. Je me demande alors si ces créations deviendront à un moment autonomes, elles semblent vivantes malgré tout et j'ai du mal à les imaginer finir leur vie prisonnière de leur corps. Peut-être que Vegapunk leur offrira une vraie humanité et une libération à un moment. De son côté, le vrai Kuma poursuit sa course et s'enfuit des mains des révolutionnaires pour se téléporter
on ne sait où. Je vous disais dans la dernière review, penser qu'il allait s'orienter vers Egghead pour sauver Bonnie, mais le mystère demeure encore. Ceci dit, cette simple scène répond à 2 interrogations que j'avais le concernant. Tout d'abord, il a toujours son fruit du démon. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais depuis qu'il a été considéré comme mort intérieurement, en perdant toute son humanité, il n'était pas déraisonnable de penser que son fruit du démon avait également peut-être quitté son corps. En tout cas, moi j'aimais assez bien l'idée de me dire que son âme ayant faibli, celle de son fruit du démon l'aurait abandonné pour se réincarner ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. La preuve, il peut utiliser son Nikyu no Mi sur lui-même, et ça c'est la deuxième interrogation que j'avais sur son fruit du démon. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir dégager une puissance absolument colossale, de pouvoir extraire la douleur d'un corps, il peut lui-même se déplacer à une vitesse supersonique sans avoir besoin de rien d'autre que de lui-même. C'est un paramécia de fou furieux, vraiment. En tout cas, j'imagine que les révolutionnaires vont vouloir le rattraper, sinon ça valait vraiment pas le coup de se rendre sur Marie-Joise et de risquer la vie des commandants révolutionnaires pour tenter de le sauver. Dragon et les autres vont enfin passer à l'action, et vous savez aussi bien que moi ce que ça représente, jamais Luffy et lui n'ont été si proches de se rencontrer. Je pense très sérieusement qu'à partir de maintenant, les chapitres sont comptés avant que le père et le fils soient enfin réunis. Vegapunk qui veut prendre la mer avec Luffy, Kuma et son lien avec Bonnie qui se retrouve justement avec Luffy, Dragon qui va partir à la poursuite de Kuma, je suis désolé, ça fait pas mal de coïncidences. Après bon écoutez, moi je pose ça là, c'est tout. On arrive au point important et passionnant du rêve de Vegapunk. Et oui, One Piece ne serait pas One Piece sans le rêve de ses protagonistes et antagonistes. Celui de Vegapunk est à l'image de sa personnalité, il veut permettre au monde entier d'utiliser l'énergie qu'il veut gratuitement. Plus de guerre pour les ressources énergétiques, chacun aurait à disposition une réserve inépuisable convenant entièrement à leurs besoins. C'est encore une fois une belle critique de notre société que fait Oda, le ravage des guerres pour toutes les formes de ressources sont toujours un véritable fléau. Son image du monde idéal se dessine de plus en plus, et ce que je trouve le plus beau, c'est qu'il est évident que tous ces rêves finiront par se réaliser et le monde de One Piece sera à la fin un véritable paradis sur terre dénué de nombreux vices qui existent dans le nôtre. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, ce sont les paroles de Vegapunk au sujet de l'énergie invisible qu'il semble être capable de déceler. L'idée globale que je me suis fait en lisant ce chapitre, c'est que Vegapunk, à force d'être en contact avec ces énergies, est parvenu à les voir. Un peu comme si son acquis de l'observation s'était éveillé et qu'à l'instar de Fujitora, il est devenu possible pour lui de voir des sources de vie. Cette énergie interpelle énormément, elle semble être là, partout autour d'eux, et serait une source inépuisable. Instinctivement et étonnamment, ça m'a rappelé les champs magnétiques des îles de Grand Line. Pour rappel, les boussoles basiques sont inutiles sur Grand Line tant les champs magnétiques de ces îles sont élevés et perturbés. Peut-être que Vegapunk parle de ces sources d'énergie, ou du moins qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après ces mots, elles fluctuent et virevoltent un petit peu partout dans le monde. Là encore, je pense qu'il peut s'agir d'une énergie résiduelle, peut-être l'énergie de l'ancien royaume d'il y a 800 ans qui aurait explosé et ainsi éparpillé toutes ces ressources à travers le monde. Mon explication est peut-être assez simple, mais écoutez quand même, car la fin de l'ancien royaume d'il y a 800 ans semble être le résultat d'une grande guerre. Si tel est le cas et si, admettons, les armes antiques ont été utilisées, alors il ne semblerait pas si improbable que l'énergie dégagée à cette époque soit encore dans l'air actuellement, chose qui aurait pu peut-être dérégler les champs magnétiques de toutes les îles de Grand Line. Et là où je me suis encore plus convaincu moi-même dans ma théorie, c'est en repensant aux paroles de Roger concernant Lodestar. Il disait qu'après avoir atteint la dernière île, son log pose continuait de tourner en rond, chose qui n'arrive normalement jamais. C'est ce qui l'a en partie conforté dans l'idée que Lodestar n'était pas l'île finale. En toute logique, le log pose aurait dû pointer vers Laftel et ou l'ancien royaume. Alors si le log pose tournait à ce point, c'est sûrement car l'énergie résiduelle était si puissante dans les airs qu'elle l'empêchait de fonctionner correctement. Et si tel est le cas, alors cette puissante énergie résiduelle serait elle-même le résultat d'une guerre cataclysmique s'étant déroulée plus de 800 ans auparavant aux alentours de Lodestar, près de la dernière île, au niveau de l'ancien royaume et de Laftel. En gros, et pour résumer, à force d'être en contact avec elle, Vegapunk est capable de percevoir l'énergie résiduelle du monde qui proviendrait en réalité de la guerre datant de 800 ans, celle qui a chamboulé toute la Terre et ses éléments. Cette théorie tient encore davantage avec la déclaration suivante du scientifique. Il s'est rapproché de la source de l'ancienne énergie qu'il cherche tant. Il est plus près que jamais de percer son mystère, bien que malheureusement, le gouvernement mondial s'en est rendu compte. Et évidemment, tout
comme Ohara, tout comme Lulusia, tout comme Luffy et son Ito Itonomi, le gouvernement mondial veut désormais effacer de l'histoire Vegapunk pour ses connaissances. Comme toujours et sans surprise, c'est le Cypher Pole qui est envoyé par les Tenryubito et une fois encore, j'ai du mal à comprendre ce choix. Je pense que vu les trésors et le savoir que possède Egghead, il était impossible d'imaginer une éradication totale façon Lulusia, ou même un Buster Call façon Ohara. Le CP0 était alors leur seule alternative douce. Pourtant, et bien qu'on les sache absolument pas à la hauteur de cette mission, commence l'événement raid du Cypher Pole 0 dans One Piece. C'est la partie finale de cette review et j'ai évidemment pas mal de trucs à dire. Déjà, bon petit clin d'œil de la part de Sanji qui cherche à protéger Robin du CP0 dès qu'il entend parler d'eux. Il avait juré de le faire quelques chapitres auparavant, il a tenu parole et j'ai trouvé ça assez mignon. Chacun de son côté réagit en lançant le mode attaque de Egghead en ordonnant la mise en ligne des séraphins S-Snake, S-Hawk et S-Shark, accompagnés de Sentomaru. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais toujours dans le chapitre 1065 dans la review, je vous ai expliqué au mot près que les séraphins d'Hancock et Mihawk auront ce nom de code. Avec le S-Bear de Kuma, la théorie est validée bien que ce fût assez simple à imaginer, donc c'est cool, mais je pense que vous l'avez tous capté aussi. Attention par contre, si cette théorie se valide davantage, cela signifiera aussi, d'après ma logique, que seuls les grands corsaires originaux seront transformés en séraphins, donc normalement pas de Teach, ni de Baggy, ni de Law. La réapparition de Sentomaru est quant à elle absolument pas étonnante, puisque ce dernier, en plus d'être le neveu de Kizaru, est le garde du corps de Vegapunk. J'avoue ne pas vous avoir parlé de lui dans les reviews car j'oubliais à chaque fois, tout simplement. Vegapunk justement sait que son île va devenir le théâtre d'une grande bataille, pourtant il ne semble pas s'en soucier et préfère partir au plus vite avec Luffy. Alors cette décision elle laisse place à deux scénarios, soit Vegapunk a une totale confiance en ses sujets, en ses alter ego, et il sait qu'ils parviendront à repousser le Cypher Pole mais préfère tout de même mettre les voiles au cas où. Soit il sait que le Cypher Pole 0 va les vaincre et s'apprête donc à sacrifier les habitants, humains ou non, de Egghead. Alors j'ai peur que cette dernière hypothèse se confirme, bien qu'il n'ait vraiment aucun intérêt pour lui de tous les abandonner, simplement car son cerveau principal, celui qui nous a été révélé dans le dernier chapitre, se trouve justement caché sur Egghead. L'entièreté de l'île est donc bien trop importante pour être mise de côté, et puis il faut pas oublier tous ses satellites, les autres Vegapunk, qui sont presque considérés comme des êtres humains à part entière, donc ça m'étonnerait qu'Oda les sacrifie. On sait qu'Oda n'aime pas sacrifier les gens, Oda n'aime pas les morts dans One Piece, pas du tout. Plusieurs petits détails ont continué à me surprendre, comme Vegapunk qui se volatilise. Alors s'agit-il d'un modèle d'invisibilité ou finalement le Vegapunk que l'on a vu n'était que depuis le début une projection de lui. Alors je trouverais vraiment ça fou que, pensant que l'on venait de rencontrer le vrai Vegapunk pour la première fois, il nous ait leurré à nouveau avec un espèce d'hologramme qui sont d'ailleurs assez récurrents sur cette île, le Gigabrain. C'est le cas de le dire en plus. En parlant d'hologramme, le Cypher Pole 0 se retrouve face au même monstre que Luffy. Kaku tombe dans le panneau également, mais précise toutefois qu'il s'agit d'un monstre de l'espace. Du coup, c'est moi ou Kaku vient de révéler officiellement que le gouvernement mondial connaît la vie extraterrestre qui existe sur d'autres astres et satellites de la Terre. Que Vegapunk s'en soit inspiré et qu'il les connaisse, écoutez, c'est pas vraiment étonnant, mais que le Cypher Pole lâche au calme qu'il existe des monstres de l'espace, moi je trouve ça fou. Autre chose intrigante, décidément, Strucy semble bien connaître Egghead et Vegapunk. De toute façon, Strucy, c'est la plus mystérieuse de tous les membres du CP0, peut-être qu'elle a eu recours à l'époque à certains de ses gadgets pour des missions au sein du gouvernement mondial. Dans tous les cas, on aura sans doute la réponse prochainement. Et là, du coup, on arrive à la page finale. Lucci détruit une bonne partie de Vegapunk Atlas avec son Rokugan, quand Luffy croise sa route tout juste après pour la première fois, après de très longues années. Bon alors on arrive au point où je ne sais pas trop quelle est la logique d'Oda. Enfin, je dis ça comme si j'étais dans sa tête la plupart du temps, alors que pas du tout. Mais non, le problème là de ce chapitre et de ce moment précis de l'arc, il est tout simple. Je vous en ai déjà parlé avant, mais là, le CP0, dans sa grande incompétence, doit éliminer le plus grand scientifique de tous les temps, protégé par un arsenal d'armes offensives et défensives. Tout ça accompagné de l'équipage ayant vaincu celui du plus terrible empereur. Désolé, mais je pense pas avoir besoin d'en dire plus. L'opération du CP0 est menée à un échec cuisant, et on le sait. Quand on voit que Rob Lucci en forme hybride et utilisant le plus puissant pouvoir du Rokushiki ne parvient qu'à briser la moitié du visage d'Atlas, on se demande vraiment comment il va faire face au monstre qui l'attend, quoi. Je tiens juste à rappeler que Luffy, Zoro et Sanji ont vaincu parmi les plus puissants personnages de leur époque. L'équipage au 100 bêtes s'était
une autre pilule que l'ancien CP9. Non, enfin je suis désolé, là c'est du no match, c'est plié en 3 pages, les anciens ennemis ne représentent jamais une menace pour nos héros, encore moins des mecs comme le CP0. C'est pourquoi je pense qu'ils ont forcément un atout, un plan. C'est pas possible autrement, ils doivent avoir un truc qui va justifier comment et pourquoi ils ont autant la confiance. Alors reste désormais à savoir quel est le plan, quel est cet atout que le CP0 possède théoriquement. Eh bien là voilà. Je sèche. De tout ce que j'imagine, rien ne me paraît concluant. Un fruit du démon, ils en ont déjà, c'est pas intéressant. Le SSG, bah du coup, les Séraphins sont alliés avec Vegapunk, donc non. Sauf s'ils arrivent à les retourner contre lui. Des armes antiques, bah non, jamais des mecs comme ça seraient capables de les utiliser, et si c'était le cas, bah... alors c'est eux-mêmes qui deviendraient trop puissants, ça aurait plus de sens. Du chantage, ah ouais, là peut-être ils peuvent faire un truc. Mais là encore c'est pas facile. On sait que Lucci a pu affronter ou voir Sabo sur Marie-Joise, donc le sujet risque de revenir sur le tapis d'ici le prochain chapitre face à Luffy, mais le problème reste le même. Il peut se faire one-shot. Du coup, vous en pensez quoi, vous, concrètement? Quelle est votre théorie concernant le CP0? Comment pensez-vous qu'ils vont s'y prendre pour au moins espérer rivaliser avec leur adversaire, ou du moins essayer de remplir leur mission? En tout cas, on arrive vers la fin de cette review, et comme vous l'aurez constaté, elle a été assez courte. Ayant de mon côté pas mal de taf sur l'iceberg, je pense ne pas avoir besoin d'étendre cette vidéo pour rien. Alors écoutez les bros, je vous remercie sincèrement pour votre soutien et d'être resté écoutez, jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, prenez bien soin de vous et surtout de vos proches. Peace les bros, et merci.